Donc, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'examen spécial d'admission de 2015, août, partie analyse, question 1. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais commencé la première partie de la question 1 et dans cette vidéo, je vais faire le reste. Donc, tout d'abord, je rappelle la question. Donc, c'était purement l'étude de fonctions. Donc, ici, j'avais une fonction f de x qui valait x exposant 3 exponentielle de moins valeur absolue de x. Donc, dans la précédente vidéo, j'ai répondu à la question A, B et C. Je pense que je vais mettre le lien de la précédente vidéo au cas où si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois. Donc pour la suite, je dois calculer la dérivée première de f, la dérivée seconde f. Ensuite, avec ces dérivées, je vais calculer les points, le point maximum, minimum et éventuellement des points d'inflation. Et après ça, je vais représenter le graphe de f. Donc tout d'abord, je vais faire un petit rappel. Je pense que je l'ai déjà fait une fois, mais je vais encore le refaire, un petit rappel sur la dérivée de fonction. Donc si par exemple je veux faire la dérivée d'un produit de fonction, je vais garder constante une des fonctions, dériver l'autre par rapport à x, garder l'autre fonction constante, et dériver la deuxième fonction par rapport à x. Donc je fais f de x fois g de x, dérivée de g par rapport à x, plus g de x fois dérivée de f par rapport à x. Si je veux faire la dérivée d'une fonction, je vais dériver la fonction mère par rapport à x, la fonction phi, on va dire, la fonction à l'intérieur de la fonction mère par rapport à x, et dériver la fonction mère g par rapport à la fonction phi f. Donc je dérive f par rapport à x, je dérive g par rapport à f. Parce que f est une fonction de x et g est une fonction de f. Donc aussi c'est assez intuitif à comprendre. Donc pourquoi est-ce que je vous rappelle ça? Parce qu'ici, j'ai à la fois x au cube fois une fonction exponentielle qui est le produit de deux fonctions. Et si je dois dériver l'exponentielle de moins valeur absolue de x, sachant que valeur absolue de x est aussi une fonction. Donc je vais commencer par la question 1D. Donc j'ai ma fonction f de x qui vaut x exponent 3 exponentielle de moins valeur absolue de x. Donc avant de commencer, ce que je vais faire ici, donc on sait que directement, je vais garder x au cube constant, dériver la fonction exponentielle, garder la fonction exponentielle constante et dériver x au cube. Mais avant ça, on va dire, la partie assez compliquée dans cette expression, c'est le fait qu'on a une valeur absolue dans la puissance de mon exponentielle. Donc ici, je vais rappeler un peu comment est-ce qu'on dérive une valeur absolue. Tout simplement, une valeur absolue de x. Donc, si je dérive valeur absolue de x, j'ai deux possibilités en réalité. Soit j'ai plus 1, ou soit j'ai moins 1. Si x est supérieur à 0, ou si moins 1 est inférieur à 0. Donc, il y a deux façons de comprendre ça. C'est comme si je demandais de rentrer en arrière et d'intégrer moins 1 ou plus 1 et de prendre la valeur absolue. Il y a une constante près, mais on suppose qu'on annule la constante. Si j'intègre 1, je retrouve x et je mets la valeur absolue, je retrouve la même fonction. Si j'intègre moins 1, je retrouve moins x. Si je prends la valeur absolue à la fin, je retrouve x. Donc là, je vois que si je dérive valeur absolue de x, je peux avoir deux possibilités, soit de plus 1, soit de moins 1. Ça se voit naturellement parce que si tu représentes le graphe de valeur absolue de x, donc je vais le faire ici, mais après je vais le supprimer. Si je représente le graphe de valeur absolue de x, donc pour x, j'ai juste ça. Oh, je dessine très mal. Donc pour x, j'ai quelque chose qui passe au centre, qui fait juste ça. On sait que naturellement, la dérivée de x, ça reprend juste la pente qui est de 1. Mais valeur absolue de x, dans ça, c'est juste pour x. Mais si je fais valeur absolue de x, j'ai quelque chose qui fait ça. Donc je vois que quand x est négatif, j'ai une pente qui est négative, donc supposons que c'est une droite. Et quand x est positif, j'ai une droite qui est positive. C'est pour ça que quand je dérive valeur absolue de x, j'ai deux résultats, plus 1 et moins 1. Juste parce que la pente de valeur absolue de x change selon le domaine. Donc ça, c'est important à noter. Et un truc aussi intéressant, c'est de savoir que la valeur absolue de x n'est pas dérivable en 0. Ça veut dire que je ne sais pas évaluer la dérivée de x en 0. Parce qu'ici, vous voyez bien, je dis strictement supérieur à 0
est strictement inférieur à 0. Ça veut dire qu'au point 0, il y a quelque chose un peu qui manque. Bon, si vous voyez des cours en politique en première année, vous allez comprendre ce que ça veut dire de ne pas être dérivable en 0. Ça veut tout simplement dire que la dérivée n'est pas continue en 0. Bon, si je vais continuer, donc si j'applique ce principe, qui est assez direct, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je garde x exposant 3 constant, je dérive valeur absolue de x, je trouve plus ou moins 1, mais à cause du moins 1 qui est ici que je dois mettre devant, le plus ou moins va s'inverser. Là, j'aurai moins et plus. Ça veut dire que le plus correspond à x négatif et le moins correspond à x positif. Donc, il est très important de comprendre la convention que je choisis dès le départ ici. Donc, à cause du moins qu'il y a ici, normalement, je suis censé avoir plus ou moins 1, mais c'est plus ou moins 1 fois moins. Donc, du coup, le moins devient un plus et le plus devient un moins. Donc là, j'ai plus ou moins. Et si je dérive x puissance 3, j'ai 3x au carré fois exponentielle de moins valeur absolue de x. Donc, je continue, je fais la dérivée seconde, donc je reprends cette expression, je garde x au cube constant, je dérive ça, je dérive exponentielle de moins valeur absolue de x, donc je retrouve toujours moins et plus. Et si tu fais moins plus fois moins plus, à chaque fois, soit c'est moins fois moins, ça donne plus, soit c'est plus fois plus, ça donne plus. Donc globalement, le signe global reste plus. C'est pour ça qu'ici, je n'ai pas mis de signe, parce que le plus ou moins se compense avec le plus ou moins venant de la dérivée de moins valeur absolue de x. Et si je fais pareil, je dérive, non, si je fais ici plutôt, je garde l'exponentielle constant, je dérive exponence x puissance 3, j'ai 3x au carré. Donc la dérivée, c'est assez bien connu, je vous avais vu mes vidéos précédentes, dériver, c'est pas très compliqué. Et si je fais même pareil ici, je dérive moins valeur absolue de x, j'ai plus ou moins x puissance x au carré, donc je garde x au carré constant. Ensuite, je dérive 3x au carré, j'ai 6x fois exponentielle de moins valeur absolue de x. Donc pour la dérivée, pas très compliqué. Juste ça à connaître et le reste, je pense que tout le monde connaît dérivée x au cube ou dérivée exponentielle d'une fonction. Ça, c'est trivial. Donc après, je vais un peu réécrire ça d'une façon un peu plus compacte parce que ça va bien évidemment me servir à la fin, vous allez voir pourquoi. Bon, je vais tout d'abord commencer par factoriser l'exponentielle de moins valeur absolue de x parce qu'il est commun dans toute mon expression. Ensuite, je factorise x, parce que là, j'ai x au cube, x au carré. Là, j'ai x au carré aussi. Je mets les deux ensemble, mais les deux n'ont pas ils n'ont pas le même signe ou la même polarité. Plus 6x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que si x est positif, ici, je dois prendre le moins, et ici, je dois prendre le moins. Donc, j'ai moins 3 plus moins 3, ça fait moins 6. Et si je garde moins 6x. Je sais que quand x est négatif, je dois prendre le plus, donc j'ai 3 plus 3, ça fait 6. Avec le x factorisé et l'exponentielle de moins valeur absolue de x qui est factorisé. Donc c'était tout pour la question 1D. Je vais procéder par la question 1E où je devais évaluer. Donc je vais procéder par la question 1E où je devais évaluer les éventuels points maximum ou minimum. Donc de façon générale, epsilon est un extrémum local ou alors un point critique de f de x si et seulement si la dérivée première évaluant epsilon est nulle. Donc je rappelle la définition de ma dérivée première. Donc si je suppose que x est un extrémum ou un point critique, alors ma dérivée première est nulle. Donc cela revient à calculer les zéros de ma fonction f' de x. Donc si je calcule les zéros, je peux commencer par factoriser l'exponentielle de moins valeur absolue de x. Là j'ai un x carré en commun, donc je factorise ce x carré qui est en commun. Je sais que l'exponentielle de moins valeur absolue de x est non nulle, donc je peux le mettre de côté. Et là, je retombe avec le produit de deux fonctions nulles, donc j'applique la règle du produit nul. Donc je sais que soit plus ou moins x plus 3 est égal à 0, soit x au carré est égal à 0. Donc mes éventuels extrémums locaux sont plus ou moins 3 et x est égal à 0. Donc je vais déterminer la nature de ces points critiques de ces extrémums. Donc tout d'abord, si je vais me demander est-ce que x est un point maximum ou minimum. Alors si epsilon est maximum local, sa dérivée seconde évalue en epsilon. Si epsilon est maximum local, alors sa dérivée
seconde évaluée en epsilon doit être négatif, vice-versa. Si epsilon est minimum local, alors sa dérivée seconde est positive évaluée en ce point epsilon. Bon, je rappelle l'expression de ma dérivée seconde. Si j'évalue cette dérivée seconde en 0, j'ai 0 fois quelque chose, je m'arrête là, ça fait 0. Donc 0 fois 0, ça donne 0, logiquement. Mais ici, j'ai bien précisé que c'est strictement inférieur à 0 ou strictement supérieur à 0. Donc égal à 0 me pose problème. Donc là, je mets des points d'interrogation pour me demander ça correspond à quoi cette expression. Donc si j'évalue ma dérivée seconde en plus ou moins 3, j'ai moins 3. Donc je précise bien ici, le positif c'était pour les valeurs négatives et le négatif c'était pour les valeurs positives de x. Donc en moins 3, j'ai moins 3 fois moins 3 au carré, ça fait 9. Plus moins 18 plus 6. Donc je préfère faire 9 plus 6, ça fait 15. 15 moins 18, ça fait moins 3. Moins 3 fois moins 3, j'ai un truc positif. Alors moins 3 est minimum local. J'évalue en 3, j'ai 3 fois 9. Même chose, 9 plus 6, 15, moins 3 fois 3. Moins, je sais que les exponentielles sont toujours positifs, donc c'est ça, je m'en fous pratiquement de ça. Donc je sais qu'ici j'ai un truc négatif, donc f' est négatif quand x vaut 3, alors x c'est maximum local. Mes deux maximums, donc moins 3 c'est le minimum, 3 c'est le maximum, 0 je ne sais pas. Du coup je passe à la question 1f. Qu'est-ce qui se passe si je veux calculer les points d'inflation? Je sais que pour les points d'inflation, la dérivée seconde est censée être nulle par définition. C'est un point tel que la dérivée seconde s'annule. Donc ici, par pur miracle, j'avais déjà calculé la dérivée seconde, évaluant 0, j'ai bien obtenu 0. Donc je sais que d'office 0 en fait était un point d'inflation et c'était aussi une racine de ma fonction. Donc, mais après ça, je vais aller un peu plus loin, je reprends ma fonction et j'essaie de déterminer les zéros de la dérivée seconde. Donc si j'essaie de faire ça, bon, la factorisation est déjà faite, donc je sais que l'exponentielle, je mets de côté. X est égal à 0, solution triviale que je connais déjà. Les produits qui sont à l'intérieur, est-ce que la fonction qui se trouve à l'intérieur s'annule ou pas? Donc pour déterminer si elle s'annule ou pas, je peux plutôt déterminer est-ce que cette expression admet des racines. Si elle admet des racines, alors ces racines, je les connais. Si elle n'admet pas de racines, alors je m'arrête là. Donc, je vais d'abord commencer par déterminer delta. Donc delta c'est b carré, 36 moins 4, c'est 4 fois 6 fois 1, donc 4 fois 6, 24, 36 moins 24, ça me donne 12, 12 est positif, donc c'est pas non nul, donc, donc elle admet des racines, c'est pas non nul. Donc elle admet des racines, dans les différents points d'inflexion c'est 0, et si j'appliquais la formule de moins b plus ou moins delta, ici c'est un plus ou moins, je sais pas, plus ou moins delta, au moins ou plus, ça fait pas grand chose ici. Ça revient au même de dire moins plus ou plus moins si c'est pas. Donc si je prends plus, après je vais prendre moins, après je vais prendre le plus, ainsi j'ai 4 au total, 4 combinaisons possibles. Donc plus avec plus, moins avec moins avec plus. Des racines carrées de 12 sur 2. Ainsi j'ai 1 plus 4 possibilités, ça fait 5 points d'inflexion. Mais j'aurai un peu on aura vraiment du mal à représenter les 4 autres points ici parce qu'il faut les calculer numériquement et ça, tu n'as pas vraiment l'outil nécessaire pour le faire. C'est juste, tu peux juste le préciser comme ça et c'est un peu juste. Donc, normalement, j'ai tout représenté, même maximum, même minimum. Mais point d'inflexion, je peux maintenant passer à la représentation graphique. Donc, pour la représentation graphique, donc ça, c'est l'allure générale de ma courbe que j'ai fait. J'ai un peu triché parce que j'ai utilisé GeoGebra, mais normalement, avec du point A au point E, on peut facilement le représenter. Pourquoi est-ce que je peux dire qu'on peut facilement le représenter? Tout d'abord, je sais que ma fonction est impaire, donc elle est asymétrique. Je sais qu'elle tend vers plus ou moins l'infini quand x tend aussi vers plus ou moins l'infini. C'est les limites qu'on a calculées, je pense, au départ. Donc quand x tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et je pense qu'on avait une asymptote verticale en 0, normalement, pour la question B. Donc du coup, on tend vers l'infini, mais sans jamais traverser ici. Donc on a une asymptote normalement en 0.
On a le point maximum en 3, le point minimum en -3 et on a le point d'inflation en 0. Pour les autres points, c'est-à-dire plus ou moins 3, plus ou moins racine carrée de 3, on peut le voir aux alentours de 1 normalement. On peut le voir aux alentours de 1 où le racine, plus ou moins racine apparaît. Et je pense quelque part aux alentours de 4 si on évalue les valeurs. C'est pas très précis, c'est pas vraiment très présent comme le 0. On voit bien le point d'inflexion ici. Aux alentours de 1, on ne voit pas très bien. Mais bon, c'est un peu juste le point en 0, c'est déjà bien. Avec la décroissance et avec le comportement asymptotique qui tend vers l'infini. Ça, c'est déjà bien. Donc, globalement, avec de la question du point A au point F, au point E, on sait facilement représenter notre groupe. Et c'est tout pour cette question. Bon, j'aimerais conclure par un petit message poétique, c'est la meilleure manière de commencer, c'est d'arrêter de parler et de s'y mettre. Donc pour l'examen d'entrée en politique, je vous conseille bien évidemment de faire autant d'exercices que possible. Mais avant ça, il faut bien travailler la théorie, donc maîtriser bien les bases de tout ce qui est dérivé, tout ce qui est intégral, ensuite asymptote, ensuite comportement, comment calculer des racines, peut-être il y a des gens qui ont du mal pour ça. La fonction en valeur absolue, c'est un truc qui revient assez souvent et qui est assez compliqué. Ça va faire de l'algèbre et si vous voyez des fautes dans ma résolution ou si vous pensez qu'elle n'est pas complète, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est là pour ça. Je pense que bientôt, je vais peut-être ouvrir un forum ou je sais pas, j'ai beaucoup trop de projets que je propose à chaque fois, mais qu'à la fin, je finis pas par réaliser. Mais peut-être ça, je vais le faire. Je vais faire un forum où des gens peuvent poser des questions et éventuellement avoir des retours par rapport à ça. Mais vous pouvez aussi me poser des questions par mail. Je réponds souvent assez vite si on me pose des questions par mail, si c'est bien structuré et tout. Mais n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, partagez si la vidéo vous plaît, partagez à les amis. Peut-être vous n'envisagez vous n'envisagez pas de partir en Polytech, mais ça peut aider peut-être d'autres personnes, peut-être pour la culture générale en mathématiques. Et même si on met le contexte de Polytech de côté, toujours bien d'apprendre à faire des maths, de voir des vidéos de maths. Moi, j'aime bien, moi, je passe mes journées, pratiquement 4 heures de ma journée à regarder au moins 8 à 10 chaînes de maths, juste pour voir la façon dont les autres pensent, la façon dont les autres réfléchissent, pour me permettre de me développer aussi personnellement au niveau intellectuel, au niveau de la logique et du raisonnement. Donc, sans trop de bavardage, merci de vous abonner et bonne journée.